Mais tout d'abord, bonjour à tous et je vous prie de m'excuser parce que je ne pouvais pas être présent physiquement parmi vous, étant donné que au même moment, je dois présider une assemblée générale de l'une des organisations que je préside au service de l'économie sociale et solidaire, à savoir l'AVIS, qui est une agence de développement de l'économie sociale et de l'innovation sociale. Donc, c'est par cet intermédiaire que, à la demande de Julien, je m'exprime devant vous et j'essaie de le faire aussi clairement que possible. Pour moi, il est évident que les ACI font partie intégrante de l'économie sociale et solidaire pour des raisons sur lesquelles je vais revenir. Mais je dirais même qu'au-delà des ACI, je pense que tout le champ de l'insertion par l'activité économique, quelles que soient les formes que prend cette insertion par l'activité économique, est partie prenante de l'ESS, mais sans doute d'ailleurs l'une des meilleures choses qui soit arrivée à l'ESS depuis quelques années. Je sais qu'il peut y avoir des débats sur les formules employées par les uns ou par les autres, mais je ne vais pas m'immiscer d'ailleurs dans ces débats, mais je retiens néanmoins que c'est aujourd'hui devenu une composante essentielle en nombre, bien sûr, en sens surtout, et que ça mobilise finalement tout un écosystème qui doit être de plus en plus reconnu dans l'ESS. D'ailleurs, du point de vue du président de l'ESS France que je suis, parmi les mesures que j'ai faites adopter à ESS France, qui est donc l'interfamille, les mutuelles, les coopératives, les associations, les fondations et j'en passe. Parmi les choses que j'ai faites depuis que je suis président de ESS France, c'est de proposer à l'ensemble des réseaux d'acteurs de l'insertion par l'activité économique d'intégrer ESS France, notamment du fait que le CNIAE a eu un destin funeste, mais peut-être aurez-vous déjà interrogé vos interlocuteurs des pouvoirs publics à ce propos, des années précédentes sans doute, cette année peut-être, même si le sujet est un peu derrière nous maintenant, mais du fait de la disparition du CNIAE, dont d'ailleurs l'AVIS assurait le secrétariat au passage, nous avons souhaité qu'il y ait une maison commune, si possible, pour ces acteurs de l'IAE qui sont partie prenante de l'ESS et que ce soit pas seulement au nom de leur statut associatif, la plupart du temps, qu'ils puissent être considérés. Donc, à part entière. On a commencé à le faire, on n'est pas encore tout à fait organisé pour ce faire, c'est encore perfectible à mon avis, largement, mais vraiment le signe a été donné. Pourquoi c'est important? Mais parce qu'en fait, vous faites partie de ceux, vous n'êtes pas les seuls, mais vous faites partie de ceux qui sont un très bon exemple de la façon dont les politiques publiques aujourd'hui ont du mal à considérer l'économie sociale et solidaire. En fait, il y a deux tendances qui sont un peu mortifères pour l'ESS. D'une part, celle qui consiste, du point de vue des administrations, à ne jamais considérer les statuts des entreprises, mais à considérer principalement leurs activités. Et ça, c'est une conséquence du droit européen, à vrai dire, qui ne veut pas connaître de la forme des entreprises. Or, nos entreprises, quelles qu'elles soient, hein, mutualistes, coopératives, associatives, n'existent que sous cette forme précisément que parce qu'elles ont voulu faire les choses différemment. En plus du fait qu'elles voulaient régler des problèmes qui n'étaient pas réglés par ailleurs. Mais elles l'ont fait sous cette forme-là pour des raisons qui sont parfaitement objectivées et d'ailleurs parfaitement légitimes. Et on a ce premier sujet de manque de considération de nos entreprises pour ce qu'elles sont. Voilà. Et là, c'est un enjeu fondamental pour l'ESS. Bon, côté pouvoir public français, manifestement, on a du mal à se faire entendre, même d'ailleurs pendant la crise du Covid, lorsqu'on a eu des réunions pour évaluer les conséquences économiques de la crise du Covid sur nos organisations, il a fallu 2 mois pour arriver à faire comprendre aux commissaires à l'époque et aux administrations concernées qu'en fait, les mécanismes qui étaient mis en place, les PGE, le Fonds de solidarité, etc., n'étaient pas par nature destinés aux entreprises de l'ESS. Pourquoi? Bah parce que les formulaires ne tenaient pas compte d'autre chose que des sociétés de droit commercial. Et il se trouve que dans l'ESS, il y a peu de sociétés de droit commercial. Il y en a quelques-unes, mais c'est pas la majorité de l'espèce, comme on dit à propos des patrons de gauche, ni des poissons volants d'ailleurs. Donc, il a fallu 2 mois pour faire comprendre à l'administration que, en fait, les dispositifs n'étaient pas adaptés parce que la diversité de nos formes entrepreneuriales n'était pas considérée. On a fini par obtenir à peu près gain de cause, sauf que pour les associations, c'était compliqué, mais on a fini par l'obtenir. Et c'est un exemple qui illustre bien le fait qu'on a besoin de faire reconnaître nos entreprises pour ce qu'elles sont. Et a fortiori, dans votre cas, parce que vous faites les choses de cette façon-là, parce que vos finalités est totalement liée à la façon dont vous le faites. Vous voulez intégrer des personnes par l'activité et par l'insertion qui en résulte. Et évidemment que s'il n'y a pas de prise en considération des spécificités du modèle,
en fait, on est sûr d'être perdant au bout d'un moment, ou alors d'être totalement dépendant du bon vouloir des pouvoirs publics, que ce soit l'État ou les collectivités territoriales. Et donc, c'est la deuxième dimension qui nous concerne après. C'est la façon dont on concerne les activités qui sont menées au sein de l'ESS. Alors évidemment, au sein de l'ESS, il y a des activités extrêmement différentes qui n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres et qui sont d'ailleurs la raison pour laquelle cette diversité est la raison pour laquelle l'ESS n'est pas toujours très bien comprise, à vrai dire. Parce que l'ESS, c'est à la fois la banque que je préside, c'est-à-dire le crédit coopératif, donc bon, une activité bancaire qui essaie d'être un peu différente, mais néanmoins c'est une activité assez conventionnelle, on va dire, sur le marché. Mais il y a aussi des activités de la protection sociale, de la culture, du handicap, du bâtiment, de la restauration, enfin, j'en passe, c'est des meilleurs, du tourisme, etc. Donc en fait, si nos activités ne sont considérées que sous cet angle-là et par définition aujourd'hui, c'est-à-dire comme les politiques publiques les régulent, c'est-à-dire essentiellement par une logique de comptable, on a un deuxième problème. Notre premier problème, c'est on n'est pas suffisamment considéré pour ce que nous sommes, et le droit européen ne nous y aide pas, mais on essaie de travailler avec le projet de recommandation qui sort de la Commission européenne sur l'ESS pour voir si, pour une fois, on va être reconnu en tant qu'entreprise à part entière, mais différente, et d'autre part, pour faire en sorte que nos activités ne soient pas considérées seulement sous l'angle comptable, qui est d'ailleurs, comment dire, amplifié, je pense, une conviction personnelle que je partage, je ne demande pas d'être d'accord avec moi, qui est amplifiée, cette logique comptable, par la doctrine de l'impact, qui nous mène à tout comptabiliser, mais pour des raisons qui sont moins liées au projet de l'organisation, l'organisme, de l'entreprise, que pour des raisons d'investisseurs ou de subventionneurs. Et je pense que là aussi, nous sommes dans une difficulté parce que la mode de l'impact nous amène peut-être, potentiellement, à dénaturer nos projets. Et donc, il faut que nous fassions très attention à ça, alors même que la plupart du temps, les structures de l'économie sociale et solidaire, d'abord, ont des activités qu'on peut qualifier d'essentiellement économiques, qu'elles essaient d'articuler avec une dimension sociale pour beaucoup d'entre elles, c'est évidemment votre cas, qui de plus en plus essaient d'articuler avec une dimension environnementale. Et précisément, cette capacité à articuler l'ensemble de ces dimensions cette capacité fait notre spécificité qui justifie qu'elle soit portée par des statuts un peu différents des sociétés de droit commercial, d'où la reconnaissance nécessaire de nos entreprises et de la façon d'exercer nos activités. Et en plus, certaines de ces entreprises s'intègrent parfaitement dans les politiques publiques. Or, aujourd'hui, on ne peut pas articuler notre participation à des politiques publiques avec une banalisation de nos modèles. C'est sûr que si on nous juge de la même façon qu'une entreprise de capitaux, et même d'ailleurs qu'un service public, à vrai dire, on aura un vrai problème de continuer d'exister comme acteur de ces politiques publiques. Et quand je dis acteur, on n'est pas que des acteurs par délégation, on est souvent des acteurs par initiation, si je peux dire ça comme ça. Et que c'est la plupart du temps, c'est nous qui avons inventé ces politiques publiques avant qu'elles ne le deviennent elles-mêmes. Donc on est a priori en situation d'exiger un minimum de respect de la part des pouvoirs publics qui prétendent finalement régir nos activités alors que c'est nous qui les avons inventées. Alors, s'il y a des motifs d'intérêt général, de bonnes dépenses publiques, etc., je vais bien l'entendre, il y a des critères. Mais néanmoins, ça ne doit pas aboutir à la fin à nous étrangler progressivement et à la fin nous dire qu'on est moins rentable qu'une entreprise de capitaux et que moins efficace qu'un service public, ce qui est d'ailleurs pas tout à fait démontré, à vrai dire. Donc, notre intégration dans les politiques publiques doit être plus clairement établie et comprise par nos interlocuteurs. C'est pas faute d'en parler avec nos interlocuteurs ministériels. Je suppose que vous le faites aussi très régulièrement. Et je crois qu'en se projetant par ailleurs, nous avons un enjeu qui est de faire en sorte que nos entreprises de l'ESS, et a fortiori les vôtres, jouent un rôle pour éviter que nous vivions une période de transition inégalitaire. D'ailleurs, moi j'ai un problème avec le terme transition, mais vous direz j'ai un problème avec le terme impact, j'ai un problème avec le terme transition, donc j'ai un problème avec la mode, quoi, grosso modo. Mais le terme de transition dit quelque chose du chemin, mais ne dit rien de l'objectif. Et pas grand-chose non plus de la façon de s'y prendre, en fait. Et moi, les transitions, c'est bien qu'on se mette en transition, comme on se met en chemin pour essayer de changer les choses, mais si on ne dit jamais où on va et par quelles étapes on va passer, on va très clairement, on va être perdu sur le chemin, hein.
Donc, on a besoin d'expliquer comment on va faire en sorte que pour réaliser les objectifs qui sont les nôtres, faire en sorte de changer de modèle énergétique, d'organiser nos vies en société de façon compatible avec les ressources naturelles dont on dispose, sans gaspiller la ressource humaine au passage et compromettre sa vie sur Terre, finalement. On a besoin de dire par quelles étapes nous passons, lesquelles seront irréversibles d'ailleurs de notre point de vue, et comment on va faire en sorte de forger un consentement à tout ça. Voilà, la question du consentement, elle est fondamentale. Je vous rappelle, j'espère que je vous apprends pas, que la démocratie relève dans nos pays occidentaux, dans les modèles qui vont avec, du consentement à la charge publique. C'est de là que vient la démocratie. Parce que l'arbitraire est évidemment sur ces sujets-là problématique, en tout cas, il engendre des situations de violence. Et donc, en fait, pour pacifier tout ça, la démocratie est venue organiser le consentement. Face aux enjeux qui sont devant nous, je pense que la question de l'organisation du consentement n'est pas moins importante. Et il y a plusieurs façons de le faire. Il y a les institutions politiques, encore faut-il qu'elles en soient convaincues et outillées pour ça. Et puis, il y a nos organisations de la société civile organisée qui permettent, en associant les personnes, de forger une doctrine du consentement. Et a fortiori, lorsqu'on travaille sur le temps long, comme c'est en principe notre cas, en essayant de moins se soumettre à la pression financière, et avec notre argent avant de le faire, avant de faire l'argent des autres, à vrai dire, nous sommes, je crois, des acteurs essentiels pour éviter que le consentement soit fragile à l'égard des grandes réformes qu'il faut mettre en place et des efforts qu'il faudra fournir surtout, et quant à la répartition des efforts en particulier. Donc je crois que nous avons un rôle à jouer, un rôle démocratique de fait, en plus du rôle économique, social qu'on peut déjà être, enfin qu'on joue déjà à vrai dire. Et il faut qu'on arrive à faire comprendre à nos gouvernants que nos sociétés de personnes, ce ne sont pas seulement des hommes et femmes qui demandent des subventions. D'ailleurs, on est moins subventionné que l'économie capitaliste, donc je ne vois pas pourquoi on nous ferait cette leçon. Mais au-delà de ça, on a un rôle important dans l'apaisement de la société pour faire en sorte que les enjeux soient relevés, à condition de ne pas tout taper sur la tête. Parce que non seulement on peut parfois être ignoré, mais on est parfois aussi combattu plus ou moins directement. Et lorsqu'il s'agit de fragiliser nos statuts, lorsqu'il s'agit de remettre en cause les emplois aidés, j'ai pu comprendre il y a quelques heures que c'était encore le cas, euh, je crois que il faut se battre sans hésitation. Alors je dis ça après le passage d'un ministre que je connais bien par ailleurs et d'un haut-commissaire que je connais bien aussi par ailleurs. Mais il faut pas hésiter à dire quand on n'est pas d'accord et aller un peu plus loin que le communiqué de presse éventuellement. Je crois, pour finir, que vous êtes des acteurs de ce que j'appellerais moi le bon emploi. Parce que là, on va avoir nécessairement, au vu de l'évolution des statistiques, et on connaît comment sont faites les statistiques de l'emploi, un grand débat sur la question du plein emploi. J'ai d'ailleurs compris que le ministre en question, qui commençait à dire que les emplois aidés, ça coûtait cher, s'appuyait sur le fait qu'on est en plein emploi, donc on n'a plus besoin d'emplois aidés. Bon, on pourra déjà discuter de savoir où sont les chômeurs, est-ce qu'ils sont encore dans les statistiques ou pas, mais ce n'est pas mon sujet. Par contre, ce que je crois savoir, comprendre au regard des analyses de la situation du marché de l'emploi, c'est que on peut statistiquement atteindre le plein emploi, mais pas pour autant être dans une situation où les gens s'épanouissent au travail et ont le sentiment d'être à peu près bien traités. Donc moi, je crois que le sujet qu'il faut que nous portions dans l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas seulement le plein emploi. On est tous contents, évidemment, que statistiquement, le chômage soit pas encore au plus bas, mais enfin, en fait, qu'il approche de ce qu'on appelle le chômage résiduel ou frictionnel. Mais néanmoins, nous devons, nous préoccuper de savoir ce qu'est le bon emploi pour nos concitoyens. Et le bon emploi, c'est pas seulement être sorti des statistiques du chômage. C'est être bien payé, bien sûr, c'est être considéré sans doute, c'est aussi être porté par un projet qui permet l'émancipation de la personne et de contribuer à l'émancipation collective. Je crois que c'est à ça que nous devons travailler dans l'ESS et la thématique du bon emploi me semble particulièrement pertinente pour les mois ou les années qui viennent où on va beaucoup nous parler du plein emploi, du fait que le chômage a été réduit, etc. Parfois au mépris des réalités sociales. Merci beaucoup pour avoir consacré un peu de temps à m'écouter à distance. C'est pas la façon la plus confortable de le faire. J'aurais largement préféré le faire avec vous. Merci encore pour l'invitation.